Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masqué Masqué ou pas. Masqué Packer. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, on reprend nos épisodes, je dirais, hebdomadaires. Et là, on va revenir sur le débrief de ce qui nous a pas mal occupé sur la fin de semaine dernière, il paraît. C'était la draft 2025 de la NFL, donc avec beaucoup de nouveaux joueurs qui ont contenté ou mécontenté les supporters des différentes équipes. Donc voilà, pour le premier épisode, on va commencer par la NFC Est. Et pour débriefer cette division, je suis accompagné par Alex. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. On a passé un bon week-end ensemble. En tout cas, on a été très souvent ensemble sur le Discord en train de débriefer des pics. Donc non, c'était très sympa. Et puis ça va être assez intéressant de débriefer tous les choix de draft de chaque équipe et de savoir qui sont les bons élèves et qui sont ceux qui méritent une petite tape sur les doigts. Pour la petite histoire, j'ai effectivement passé plus de temps avec Alex le week-end dernier qu'avec ma famille. Donc voilà. Le dimanche, mon fils m'a appelé tonton, il ne me reconnaissait plus. Donc comme je disais, on va évoquer la NFC Est. Avant de débuter, évidemment, l'instant promo. N'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout sur tous les réseaux. Twitter X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch, @le front office, un petit peu partout. Sur le Discord également. Et puis sur Twitch, une petite nouveauté. L'autre Alex l'a évoqué, mais on est affilié Twitch. Donc n'hésitez pas si vous avez des subprimes avec Amazon que vous ne savez pas quoi en faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On aura des contreparties. On sera peut-être un peu plus souriant. On verra. Mais voilà, ça nous aide énormément en tout cas pour nous développer, pour tout ce qui est effectivement logiciel de stream, etc. Donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous en avez la possibilité. Bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. Et de toute façon, on continuera nous à faire du contenu qui nous intéresse et qui vous intéresse également. Donc pour commencer, on va commencer par les champions évidemment, NFC Est oblige, donc les Philadelphia Eagles. On va faire ça en trois étapes. On va d'abord évoquer les tours 1, puis le tour 2, puis ensuite les tours 3 jusqu'à 7. Et puis on va parler de quelques joueurs qui nous ont intéressés, en tout cas des tours 3 à 7. Donc pour commencer, Alex, premier round, pick 31, ils sont montés pour l'avoir, le linebacker d'Alabama, Jihad Campbell. Qu'est-ce que tu as à nous en dire ? Est-ce que tu es content du pick ? Est-ce que c'était un besoin pour les Eagles ? Je pense qu'on était tous assez unanimes lorsque le pick est arrivé. Et en plus, il y a eu le petit échange avec Kansas City, où ils ont monté d'une place pour essayer de se sécuriser un peu le joueur. Mais je pense qu'on était tous assez unanimes en se disant oh bah tiens, encore un joueur qui, d'ici 3-4 ans, va être un starter en puissance et un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste. Et je pense que Philadelphie, c'est clairement l'un des meilleurs landing spots pour Jihad Campbell. Sachant que c'est un joueur qui est peut-être le meilleur linebacker de la QV, hein, ça c'est selon les big boards, mais en général il y a quand même un consensus là-dessus. Mais c'est quand même un joueur qui a du potentiel, beaucoup de potentiel, et qui est encore assez brut sur certains aspects. Je pense notamment à sa capacité à lire les jeux à la course notamment, où je trouve sur ses lectures il peut encore progresser, il peut encore mieux anticiper ce que propose l'équipe adverse, notamment sur le jeu au sol. Mais en tout cas, tu sais que c'est un joueur avec un profil physique et athlétique assez délirant. C'est un 6'3", 225, 230, 35 je crois, pounds. Donc c'est vraiment tout ce que tu recherches à un linebacker moderne. Il a les qualités athlétiques pour couvrir. Et je pense que chez les Eagles, pour moi, ça rentre totalement dans le rôle que peut avoir un Zach Bone à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Et je pense que ça peut être un très bon joueur pour l'après Zach Bone. Alors on sait qu'ils l'ont re-signé cet été. Mais tu sais qu'avec avec les Eagles, ça peut vite tourner, hein. Si Zach Bone fait une mauvaise saison ou il ne confirme pas sur sa première très bonne année chez eux, tu te dis qu'un Jihad Campbell peut quand même avoir une grosse place à jouer. Ils ont quand même Nakobe Dean qui est toujours là, mais qui a toujours des risques de blessure. Il peut avoir ses snaps dès la première année, justement, avec une petite rotation avec Nakobe Dean. Potentiellement, moi je trouve que c'est un mec, ce sera peut-être pas ton starter première année, mais d'ici 2-3 ans, à la manière d'un Nolan Smith qu'ils ont drafté il y a quelques années, qui a attendu un petit peu avant d'être starter véritablement sur la D-line. Je pense que c'est un mec qui va d'ici 2-3 ans être le titulaire régulier et peut-être un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste, si bien développé. Tu l'as dit, hein, c'est vrai que les Eagles ils ont l'habitude de développer les joueurs. Là, Jihad Campbell, il a 21 ans.
Mm. Il va pas avoir de pression parce qu'il y a des titulaires bien établis devant lui. Après, c'est vrai qu'il y a les soucis de santé de Nako Bidin, à voir comment il se remet. Ils avaient drafté Jeremiah Trotter Jr., qui était un pari. C'est pareil, il faut le laisser un petit peu s'habituer à la NFL. Zach Bone, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que c'était qu'une belle saison ou est-ce qu'il va performer? Donc finalement, ouais, on était tous un petit peu surpris du choix dans le sens où c'est vrai qu'Howie Roseman, le GM, nous avait pas habitués à ne pas prendre sur les lignes, en tout cas sur vraiment D-line, O-line, sur le premier tour, mais on a l'impression aussi qu'il y a un petit changement de mentalité de son côté, parce qu'on rappelle, ils avaient pris 2 corners avec leurs 2 premiers choix l'année dernière. Là, il part sur le poste de linebacker qu'il ne considérait quasiment pas les années précédentes. Donc voilà, lui aussi, je dirais, il modifie un petit peu son regard sur la draft en lien aussi avec ce qui peut se passer dans son effectif et en lien avec la NFL. Donc je trouve ça intéressant de leur côté aussi. Ils s'adaptent. Oui, totalement. Puis ils sont partis dans la logique de meilleurs joueurs disponibles aussi. Tu vois, c'est ce qu'on peut. Ouais. C'est sur ça qu'on peut orienter. Et moi, je suis jamais déçu quand une équipe fait le choix ce qui, selon elle ou selon un consensus, paraît comme les meilleurs joueurs disponibles. Tu vois. Avec le round 2, donc le pick 32, le safety de Texas, Andrew Mukuba. Eh ben écoute, un peu surpris au premier abord. Alors moi j'aime beaucoup le joueur, mais je sais qu'il y avait encore Xavier Watts qui était encore disponible. Je crois qu'il y avait Kevin Winston aussi qui était encore disponible. Moi c'est 2 joueurs que j'avais au-dessus sur mon board personnel. Et je sais que dans les médias il était aussi un petit peu, il était considéré un peu dans ce range-là, de 2e, 3e tour. Donc en soi c'est pas délirant. Et puis en soi je trouve qu'il s'adapte parfaitement avec le profil défensif qu'ils ont dans le backfield, en tout cas qui leur manquait depuis le départ de Sidney Gardner-Johnson. Et je pense que ça peut être un joueur qui peut, dès la première année, pourquoi pas être titulaire. En tout cas, il y aura une bataille sur le poste de free safety avec Blankenship. Blankenship a quand même l'expérience d'un Super Bowl, ça on va pas lui enlever, mais tu vois, Andrew Mukuba, je pense que c'est vraiment l'avenir sur ce poste. Je pense que c'est un joueur aussi qui a d'excellents ball skills, qui est vraiment très intelligent sur de la couverture de zone notamment. Tu peux le laisser aussi dans le deep safety. Alors c'est pas le plus gros gabarit, c'est pas le mec qui va te stopper Derrick Henry sur un plaquage, mais par contre c'est celui qui aura jamais peur d'y aller. Et ça j'apprécie toujours chez un safety quand même, de ne jamais avoir peur d'aller au contact. Alors après toujours c'est la technique de plaquage qui peut être à travailler, mais en tout cas je trouve derrière pour lui, je trouve qu'il y a une belle escouade sur le backfield défensif et lui peut clairement avoir son épingle à tirer dans cette escouade. Ouais. Alors, je suis pas spécialement surpris de ce choix par rapport à d'autres, dans le sens où je pense que c'est lui qui fitait le mieux avec ce qu'il recherchait à l'instant T. Parce que des mecs comme Xavier Watts, notamment, vont plutôt être considérés comme des high safety vraiment très très loin en profondeur dans le terrain, là où Mukuba peut peut-être potentiellement un petit peu plus rentrer à l'intérieur du terrain, un petit peu plus dans la boîte. Ce que faisait énormément en fait CJ Gardner-Johnson. On le voyait en fait effectivement réaliser pas mal d'interceptions, mais aussi être régulièrement, pas très très loin en tout cas des linebackers pour vraiment stopper le jeu de course adverse s'il y avait besoin. Donc voilà, effectivement, ils avaient besoin d'un safety. Ça c'est quelque chose qu'on avait nous noté pour les Eagles. Parce que la profondeur était inexistante dans leur effectif. Et puis en termes de talent, tout simplement, Sidney Brown, il a un petit peu déçu l'année dernière notamment. Donc voilà, pour moi, effectivement, sur un 2e tour, réussir à avoir un safety qui va peut-être avoir 3 à 4 semaines un peu compliquées pour s'habituer à l'NFL, mais franchement, je pense qu'en milieu de saison, il peut clairement avoir une place de titulaire dans l'effectif. Donc à partir du moment où c'est sur ton premier et 2e tour, tu peux quasiment avoir des starters day one ou un tout petit peu après, 4e, 5e semaine. C'est tout bénef, clairement. Oui, entièrement d'accord. Et puis c'est ça, tu peux pas drafter non plus, tu vois, ils sont dans les derniers choix de chaque tour, donc forcément ils passent derrière beaucoup de talent, tu vois. Mais même s'ils n'ont pas pris Xavier Watts ou quoi que ce soit, je trouve que c'est quand même un joueur qui fit, comme tu l'as dit, avec ce qu'ils recherchaient. Donc c'est un bon choix. Exactement. Et du coup, pour le 3e jour, donc là, on a une liste
plus long qu'une liste de courses. Sur le 4e tour, pick 9, Ty Robinson, le defensive tackle de Nebraska. 3 choix au 5e tour, pick 7, Mac McWilliams, cornerback du CF. Pick 25, Smail Mondon Jr., linebacker de nouveau de Georgia. Et pick 32, Drew Kendall, le centre de Boston College. Avec le 6e tour, il y en a 4. Pick 5, Kyle McCord, QB de Syracuse. Pick 15, Miles Hinton, offensive tackle de Michigan. Et le pick 31, Cameron Williams, de nouveau un offensive tackle et de Texas, celui-là. Et le pick 33, pour finir, Antoine Powell Ryland, edge de Virginia Tech. Bon, parmi cette liste-là, cette innombrable liste, lequel, toi, tu as le plus apprécié sur un... Voilà, est-ce qu'on peut appeler ça un style ou en tout cas un joueur que tu pourrais estimer apporter directement je dirais de la qualité dans cet effectif déjà bien rempli de qualité? Moi, le premier choix de leur 3e jour, Ty Robinson, sur la D-line de Nebraska, il avait fait vraiment du sale boulot. Mais dans le positif. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon choix. Il peut amener tout de suite une rotation intéressante en 3 techniques. Et ça permet, en fait, ça continue en fait, de valoriser le fait que ce qu'ils font depuis des années, ça marche. C'est d'avoir une grosse rotation sur les defensive tackles et la D-line en général. Et d'amener vraiment des mecs qui soient frais mais qui apportent sur des reps à 100% et qu'il n'y ait pas de problème de qualité quand ils font des changements. Et moi je trouve que c'est un mec qui peut être super intéressant aux côtés d'un Carter par exemple ou d'un Jordan Davis selon les packages. Je trouve que ça peut tout de suite s'incorporer dans une rotation sans problème et pour moi ça serait mon petit choix un peu préféré de ce dernier jour. J'ai le même, du coup je vais partir sur un autre, mais c'est vrai que voilà, Ty Robinson, c'était un de mes chouchous de la draft, un petit peu, alors on va pas dire sleeper parce que tout le monde en parlait, donc c'est plus trop un sleeper dans ces cas-là, mais potentiellement c'est un joueur qui aurait pu être pris fin de 3e tour, en fait, si une équipe avait vraiment un besoin ou était vraiment tombée amoureuse du joueur. Il va avoir 24 ans au début de la saison, parce que c'est un mec qui est né en mai 2000, ça fait 2001. Donc ça explique aussi un petit peu la baisse dans les boards. Et puis il a performé, je dirais, qu'une seule vraie saison, un petit peu plus, mais qu'une seule vraie saison en tout cas. Donc c'est aussi pour ça qu'il était un petit peu loin. Mais toujours la même chose, dans un effectif qui est déjà bien blindé sur la D-line, bah, tu rajoutes un joueur de talent, un joueur de rotation. Ça peut que faire du bien. Ils ont perdu Milton Williams. Est-ce que ça sera le même niveau? On verra sur les années futures, mais je ne prends pas trop de risques avec un 4e tour. Moi, un choix que j'ai bien aimé, du coup, en plus de Ty Robinson, j'ai beaucoup aimé Cameron Williams, le tackle de Texas. Parce qu'en termes de consensus, et il est ce qu'il est, mais en tout cas, voilà, c'est quand même beaucoup de journalistes et d'insiders NFL qui posent un petit peu ces bases-là. Il était attendu bien plus haut et de l'avoir en fait en fin de 6e tour. C'est également tout bénef pour les Eagles parce qu'eux, ils n'ont pas de besoin criant sur ce poste-là. Ils vont pouvoir le développer, prendre du temps. Et s'il faut prendre 2 ans pour le développer, ça prendra 2 ans. Je lui ai vu quand même pas mal de défauts. J'ai regardé pas mal de football universitaire, notamment pendant les playoffs. Il était titulaire et il y avait des moments où vraiment il me faisait flipper. Parce que je me suis dit, attends, Kevin Banks à gauche, il gère toute la O-line et le mec à droite, il est pas très bon. La pression venait énormément de son côté. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire avec lui. Mais c'est toujours la même chose, c'est un 6e tour, ça va bien le développer. C'est tout bénéfice pour les Eagles. S'il ne se développe pas aussi bien que tu le pensais, et voilà, tu l'auras tenté, ça ne sera pas un 6e tour gâché. Donc, tu vois, il mise sur les qualités athlétiques du joueur, tu vois, c'est quand même un 6'6", 317, qui bouge plutôt bien. C'est surtout côté technique qu'il faudra travailler. Donc, mais comme tu dis, ils ont 2 ans, voire 3 ans pour le laisser apprendre derrière parmi les meilleurs de la ligue. Lane Johnson est plutôt jeune aussi, donc peut-être préparer l'après, et sachant que lui, c'est un tackle droit, pourquoi pas. Je pense qu'ils prennent un pari. Ils prennent un pari au 6e tour, ça s'entend. J'ai pas de problème avec ça. Son développement, peut-être, donnera un petit peu un axe de réflexion sur la draft 2026 finalement. Parce que Lane Johnson, comme tu as dit, n'est plus tout jeune. Donc à voir ce qu'ils feront avec lui à la fin de la saison. Est-ce qu'il est encore là pour 1 an, 2 ans? Mais voilà, son développement sera important pour la suite donnée à Lane Johnson. Voilà pour les Eagles. On va passer du coup au 2e de division qui était les Washington Commanders. Et avec le premier pick, donc le choix 29, ils sont partis avec Josh Conerly Jr., l'offensive tackle d'Oregon. Je vais commencer, parce que je l'avais call lors de notre mock draft. Et j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup le choix, j'aime beaucoup le joueur. Je pense qu'il va starter à droite dès la première semaine. C'est moi la perception que j'en ai. J'aime
vraiment beaucoup de joueurs. J'ai beaucoup regardé les joueurs de ligne offensive avant la draft. Je sais pas, c'est peut-être un des postes les plus faciles à scout, si on peut dire. Et je lui trouve énormément de qualité. Effectivement, il a encore quelques défauts qu'il va devoir comment dire, développer, améliorer. Mais dès la première semaine, pour moi, il peut être un titulaire. Il jouera côté droit, je pense, pour se développer, parce qu'il y a Larry Mittensil qui est arrivé via trade. Et puis, il prendra la suite d'ici 2-3 ans à gauche. Mais en l'état actuel, voilà, ils ont un titulaire en puissance sur le côté droit pour protéger leur QB star. Donc, tout bénef pour les Commanders. Ouais, je suis complètement d'accord. Puis je pense aussi qu'il y avait, comment dire, c'est une classe qui n'était pas si fournie en termes de tackle et en termes de O-line. Et Ils sont partis vite. Ils sont vraiment partis vite quand même, Ouais. on s'en est rendu compte assez rapidement. Et partir sur le choix de Josh Connerly, alors je pense qu'il y en a beaucoup des fans des Commanders qui peut-être pensaient à du edge ou du cornerback par exemple, qui étaient deux principaux needs en défense. Mais comment dire, pour moi, partir sur l'offense, c'est continuer à protéger ce qui est ton investissement le plus important de ces dernières années, à savoir Jayden Daniels. C'est jamais une mauvaise idée, sachant que lui, il est vraiment à l'aise sur le pass pro. Il a peut-être des soucis un peu de puissance et peut-être sur le run block, mais ça se travaille, ça c'est avec du bon coaching, j'aurais pas trop de soucis là-dessus. Et t'as drafté aussi Brandon Coleman l'année dernière qui était au 3e tour. Je pense que ça peut être intéressant de mettre les deux en concurrence et de voir lequel serait le plus intéressant à mettre en titulaire. Et en soi, ça amène de la compétition, et amener de la compétition sur ta O-line, c'est jamais une mauvaise idée non plus. Donc je peux comprendre les personnes qui vont dire qu'on aurait préféré, que les Commanders auraient peut-être préféré un edge ou quoi que ce soit, il y aurait peut-être eu plus de besoin. Je peux l'entendre totalement. Mais pour moi, ce sera pas non plus un mauvais choix parce que dans le range que je l'avais à peu près aux alentours des choix 40 dans mon big board et sur le besoin aussi de protéger Daniels, pour moi, ça reste un choix qui est cohérent avec ta stratégie que tu as fait durant toute ton intersaison. Ouais. Ils ont considéré l'attaque, donc top. C'est ça. Sur le deuxième tour, pick 29, encore une fois, ils sont partis sur un cornerback, t'en parlais juste à l'instant, de Mississippi, Trey Amos. Bah, je vais te laisser commencer parce que je crois que tu étais très très haut sur lui. Ouais, bah écoute, pour moi, s'il l'avait pris au premier tour, j'aurais eu aucun problème. Parce que c'est un joueur dont il profite un peu dans cette classe ou cette cuvée de cornerback où il y a beaucoup d'interrogations sur des joueurs qui avaient des blessures. Je pense à des Will Johnson, à des Benjamin Morrison. Et un mec comme Trey Amos arrive à tirer son épingle du jeu par sa fiabilité et ses tools un peu athlétiques, ses qualités athlétiques. Pour moi, c'est quand même un mec qui a des très bonnes mensurations, qui est discipliné sur de la zone, qui a des longs bras, qui peut être un peu embêtant, notamment au niveau du catch point. Pour moi, il a vraiment des très bons instincts, et surtout, je trouve, sur de la zone plus que de la presse. Mais ça, pareil, ça se travaille à l'échelon supérieur, j'en doute pas. Et je trouve qu'il arrive dans une escouade de cornerback qui manquait un peu de talent. Et pour moi, Day One, en fait, il peut être tout de suite le numéro 2 derrière Latimore. Et pourquoi pas, même durant la saison, prendre la place de numéro 1 si Latimore continue à baisser de régime, comme on l'a vu ces derniers temps. Donc pour moi, c'était un gros besoin chez eux, les cornerbacks. Et je trouve que tu as une fiabilité que tu n'as pas avec d'autres prospects où il y avait ces questions de blessures. Et pour moi, tu l'as au deuxième tour, au choix 31, si je dis pas de bêtises. 29, pardon, du deuxième tour, c'est quasiment un style en fait. Pour moi, je l'attendais même 25 choix plus haut. Quand on était dans le live, on n'arrêtait pas de dire mais jusqu'où il va descendre en fait, alors que lui, il n'a pas de problème de blessure, tu vois. Donc non, c'était très très bon choix de la part des Commanders. Ouais, je sais pas si c'est l'opportunité qui a fait qu'ils l'ont drafté ou voilà, s'ils l'avaient aussi, eux, beaucoup plus haut. Mais tu parlais de passer corner 1 à la place de Latimore. À voir ce qu'ils vont faire aussi de Mike Senristeel. Est-ce qu'ils vont le passer extérieur ou continuer de le mettre nickel? Mais s'il le passe extérieur, en fait, il va carrément prendre la place de Latimore à un moment donné. On a vu qu'il était un peu cramé. Moi, je le trouve cramé en tout cas. Donc à voir, effectivement, ça va être intéressant. Déjà le training camp et puis les premières semaines, effectivement, pour voir comment se positionne Trey Amos là-dessus. C'est ça. Sur le 3e jour, donc il n'avait pas de pick de round 3 parce qu'il l'avait envoyé pour Latimore justement. Il n'avait pas de 5e tour parce qu'il l'avait envoyé pour Debo, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Donc 4e tour, pick 26, Jalen Lane, receveur de Virginia Tech. 6e tour, pick 29, Ken Medrano, linebacker de UCLA. Et 7e tour, pick 29, Ja'Cory Cross-Kemerrit. Ils n'ont pas bougé énormément, voire même pas du tout pendant cette draft. Ils ont pris ce que le board en fait venait à eux.
Donc voilà, ils ont fait ce que j'estime 2 très bons coups sur les 2 premiers tours. Bon, les tours suivants, je vais pas te le cacher que je les connais un petit peu moins bien. Moi, je vais commencer du coup par mon chouchou, ça serait Ja'Cory Cross-Kemerit, pour la simple et bonne raison Ouais. que c'est un running back et que j'aime bien, et qu'il a un super blaze. Donc rien que pour ça, du coup, je mets 10 sur 10. Puis non, c'est un mec en plus qui, je pense, peut en surprendre beaucoup parce que l'année dernière, en 2024, il a été suspendu, si je dis pas de bêtises, pour des questions d'éligibilité par la NCAA. Il a fait un match et en fait, il a été suspendu. En fait, il a transféré à Arizona durant l'été et il s'est fait suspendre au bout d'un match. Donc du coup, on l'a vraiment pas vu et du coup, il faut revoir cette tape de New Mexico State, si je dis pas de bêtises. Et il a vraiment un profil très intéressant. Alors moi, je pense que c'est un mec qui est plus un peu ce joueur qui va démarrer vraiment avec sa vitesse et sur un cut en fait, qui va vraiment pouvoir pénétrer dans le gap et aller tout droit, vraiment pénétrer dans la défense adverse. Donc pour moi, il a une vitesse intéressante, il est assez relativement puissant. Et il a plutôt une bonne vision sur des schémas de gap. Sur les schémas de zone, je demande un peu plus sa confirmation. Mais en tout cas, dans ta room de running back, tu as Brian Robinson et Austin Eckler. Je trouve que c'est une bonne pièce complémentaire à ces deux joueurs-là. Tu as aussi Jeremy Nichols, mais qui sera un peu plus le quatrième larron. Et moi, je pense que ça peut être un joueur intéressant qui peut même, pourquoi pas, être intéressant sur des retours de coups de pied. Donc ça aussi, c'est toujours cool quand un joueur peut être valuable sur plusieurs phases de jeu. Et ça, après, c'est vrai que leur draft, tu vois, moi j'essaie de regarder un petit peu si je pouvais sortir un autre choix. Moi j'avais pensé aussi à running back, mais sinon j'aime bien le choix de Jalen Lane, qui a un peu plus un profil un peu plus de joueur deep, un peu qui joue dans le deep, qui a une bonne vitesse, qui a un profil athlétique plutôt intéressant. C'est pas le meilleur coureur de tracé, c'est pas celui qui va briser le plus de plaquages, mais sur le yard after catch, de ce que j'ai vu, j'ai pas regardé toutes ces tapes, j'ai pas fait de fiche non plus sur lui, mais du peu que j'ai vu un petit peu, c'était un joueur qui je trouvais était pas dégueulasse sur le yard after catch. Donc en soi, tu rajoutes un peu des joueurs sur cette escouade de receveurs et derrière tes deux indéboulonnables que sont Deebo Samuel, Terry McLaurin, tu vois, il y a peut-être des places à prendre avec Luke McCaffrey qui était un ancien 3e tour de l'année dernière, KJ Osborne, Noah Brown qui avait fait une bonne saison aussi. Donc tu vois, il y a du monde sur cette escouade de receveurs et je pense que la 3e place, en tout cas le 3e spot de titulaire, pourquoi pas, va être intéressant à suivre, je pense, lors des camps d'entraînement. Ouais, Luke McCaffrey qui avait fait je trouvais un bon début de saison. C'était vraiment le go-to guy de Jaden Daniels et qui s'est un petit peu essoufflé sur la fin de saison. À voir comment ils vont pouvoir les réutiliser, mais effectivement, ça fait jamais de mal d'avoir un profil un peu différent et complémentaire. Jalen Lane, s'il peut aller prendre la profondeur, on sait que McLaurin, il peut aussi la prendre, mais si tu passes un peu McLaurin sur du milieu de zone, je pense que c'est là où il peut vraiment exceller. Et Deebo, tu peux faire un petit peu tout avec lui, donc effectivement, d'apporter un petit peu plus d'incertitude pour les défenses adverses, c'est que bénéf. Peut-être le point dommageable que j'ai, c'est juste de ne pas avoir pris Jalen Royals qui était encore disponible au moment où tu fais Jalen Lane. Tu vois, c'est peut-être mon choix où je me dis, tu vois, j'aurais préféré un Royals qu'un Jalen Lane. Il est pris en fin de 4e tour, Royals. Il est pris quelques choix après par les Chiefs. Par les Chiefs. Donc c'est là où je me dis, là tu vois, avec cette draft-là, je pense que j'aurais mis peut-être un choix, enfin une note en tout cas bien plus élevée que celle que je mettrais sur cette draft. Ouais. Pour semi-spoiler ce qu'on va faire, on a fait une tier list des choix. On fera ça à la fin de l'émission pour les 4 équipes. Ensuite, en 3e équipe, du coup, dans cette NFC Est, on a les Dallas Cowboys. Avec, du coup, le pick 12 du premier tour, le garde d'Alabama, Tyler Booker. Oui, bah écoute, choix, peut-être à ce moment-là, on a commencé à sentir que ça devenait un peu surprenant. Mais quand il réfléchit bien, c'est peut-être un des meilleurs fits de tout le premier tour, en fait. Quand tu commences à y penser. Alors oui, 12e choix pour un garde, oui, c'est élevé. Et c'était pas Quentin Nelson de Tyler Booker. Mais par contre, Tyler Booker a des vraies qualités. Et pour moi, c'est quand même un premier tour talent, mine de rien. Et je trouve qu'il s'incorpore très bien dans cette O-line des Cowboys. Ouais. T'as perdu Zach Martin, faut le remplacer. T'as tous ces autres Tyler. Hein. On sait que depuis quelques années au premier tour, ils aiment bien sélectionner des Tyler entre Guyton et Tyler Smith. Peut-être ça va être le moment aussi
Pourquoi pas, ouais, c'est ça, d'avoir une O-line vraiment un peu plus jeune et peut-être plus athlétique aussi, et d'avoir, parce on connaît ses qualités, en tout cas Tyler Booker, c'est que c'est un joueur sur le run game qui peut être vraiment intéressant, il peut ouvrir des brèches monumentales pour les running backs, et plus sur le pass pro, il a laissé très peu d'opportunités aux defensive tackle adverses pour mettre de la pression sur le quarterback qu'il protégeait. Donc moi je trouve qu'en soi c'est un très bon choix, que ce soit pour protéger Dak Prescott ou pour ouvrir des brèches pour le prochain running back titulaire. On verra toutes les interrogations sur le poste de running back aussi. T'en parlais, c'était un choix étonnant, mais en fait, quand tu regardes un petit peu les dernières drafts des Cowboys, c'est comment eux, ils ont l'habitude de drafter, notamment que le premier tour, il n'y a rien d'étonnant. Si tu regardes la O-line actuelle, Tyler Guyton, il avait été pris premier tour en 2024, Tyler Smith, premier tour en 2022, là, Tyler Booker, premier tour en 2025, et comme tu l'as dit, ça continue la valse des Tyler. Et Cooper Beebe, qui avait été pris au troisième tour l'année dernière et qui était... Voilà, le consensus l'attendait un tout petit peu plus haut, pas premier tour, mais s'il avait été pris fin de deuxième, ça n'aurait pas été un scandale non plus. Donc c'est vrai qu'ils ont l'habitude de considérer au moins la O-line sur les débuts, premier deuxième tour. Je trouve ça très bien, hein. Je trouve ça très bien ce qu'ils ont fait. Enfin, en tout cas, sur le premier tour, on reviendra après pour les autres tours. J'aurai peut-être le même discours. Mais en tout cas, voilà, ça a été une petite surprise parce qu'on s'attendait peut-être plus à un receveur à ce moment-là de la draft. Mais en fait, tu combles un besoin immédiat avec un joueur de talent qui va starter day one, qui va rassurer Dak Prescott ou Joe Milton, si c'est lui qui débute. Mais voilà, en tout cas, ça va vraiment t'apporter de l'assurance et du temps pour lancer surtout au QB qui sera derrière. Donc c'est tout bénef pour les Cowboys. Pour moi, ils ont fait un très très bon coup avec Tyler Booker. Sur le deuxième tour, pick 12 également, Donovan Ezeruaku, le edge de Boston College. Très très bonne value, hein, on en parlait durant le live, mais Ouais. c'est un joueur qui pour moi aurait pu monter au premier tour, j'aurais eu aucun problème à le voir sélectionné en fin de premier tour. C'est un mec sur lequel tu mises un peu de potentiel, hein. Il a quand même beaucoup de potentiel, il a quand même aussi des qualités sur le pass rush qui sont vraiment indéniables, il a des moves, il a un très bon bend, il est athlétique, il a des longs bras, donc il peut stab, donc il peut tenir à distance les O-line avec ses bras, ça aussi c'est toujours important. Alors c'est quand même un physique qui est un peu plus léger que ce que tu attends d'un defensive end ou edge rusher classique. Après il est jeune encore, donc il peut prendre aussi de la masse, sans pour autant forcément perdre de la vitesse. Mais pour moi c'est un gros potentiel et je trouve que ça s'incorpore très bien avec ce que tu essayes de faire, en tout cas sur tes pass rushers, en tout cas cette rotation que tu as avec Micah Parsons, Marshall Leland qui est un peu plus ce profil un peu edge setter, donc il bloque le jeu de course. Ouais. Et je trouve que c'est assez complémentaire de l'avoir à côté de lui, d'avoir une petite rotation, par exemple sur des troisièmes tentatives dans un premier temps, où je pense qu'il pourra apporter vraiment des très bonnes reps. Et ça sera peut-être pas le titulaire tout de suite en première année, tu vois, mais comme je dis, une rotation avec Nyland à l'opposé de Parsons, c'est très très bien. Tu as du Dante Fowler aussi dans ton équipe. Ouais. Donc là, la D-line ou en tout cas les edge rushers de Dallas, ça commence à avoir vraiment de la gueule. Et puis moi, je pense aussi, ils sont partis aussi sur une question de meilleurs joueurs disponibles. Comme tu l'as très bien mentionné tout à l'heure, ils avaient d'autres besoins. On pensait tout à l'heure à un receveur, on pensait aussi à un running back, skills player. Ils l'ont pas fait, mais ça les empêche pas d'avoir réussi quand même à améliorer leur escouade en ayant pris des joueurs très intéressants et parmi les meilleurs joueurs disponibles encore. Ouais, l'année dernière, j'ai pas dans l'idée que l'attaque était non plus infamante. Ils se sont pris par contre des camions de points. Enfin, je reprends tous les scores, mais j'avais l'impression quand même que l'année dernière, c'était un peu plus compliqué défensivement, avec des blessures notamment, des Marvion Overshawn pour le citer, Trevon Diggs qui enchaîne également pas mal de blessures. Mais je te rejoins, Dante Fowler, c'est un vétéran. Donc, est-ce qu'il va apporter aussi un petit peu toute sa science du pass rush à Ezeruaku? C'est ce que je leur souhaite. Et tu disais, il est tombé jusqu'au point où, en fait, c'est les Cowboys qui ont lancé un petit peu la valse des choix des edge au deuxième tour, parce que après ce joueur-là, il y a eu Tuomalau qui a été pris chez les Colts, il y a eu Nick Scotton, il y a eu Oladejo qui lui était même attendu un petit peu plus loin, on y reviendra pour les Titans, il y a Green en fin de deuxième tour. Donc vraiment, c'est les Cowboys qui ont pris, je dirais, le edge encore disponible qui était plus haut sur leur board. S'ils estiment que c'était lui, très bien. Et comme tu disais, au niveau de la value, il était attendu dans ce range-là, en tout cas, plutôt deuxième tour. S'il avait été pris fin deuxième tour, ça n'aurait pas été déconnant, mais plutôt voilà, deuxième tour sur le consensus. Et il a été pris au bon endroit par les Cowboys, donc top de leur part.
Ensuite, pour la fin du deuxième jour et le troisième jour, on a du coup, donc sur le troisième tour, pick 12, Shavon Revel, le cornerback. Cinquième tour, pick 12, Jaden Blue, le running back de Texas. Toujours cinquième tour, pick 16, Shemar James, le linebacker de Florida. Sixième tour, pick 28, Ajani Cornelius, l'offensive tackle d'Oregon. Et 3 choix au septième tour avec le pick 1, Jay Towa, DT de UCLA. Avec le pick 23, Phil Maffa, running back de nouveau de Clemson. Et avec le pick 31, Tommy Aking-Bessote, le DT de Maryland. Donc ça a pris de la ligne, ça a pris de la viande. Je vais commencer par le mien, parce qu'il sera peut-être différent du tien. Moi, j'ai beaucoup aimé Jaden Blue, le running back de Texas. Ok. Parce que comme j'ai dit, j'ai regardé pas mal de football universitaire, notamment en playoff, et c'est vraiment un joueur qui m'a sauté aux yeux. Je le trouvais vraiment impactant, très bon sur le jeu de course, très bon sur le jeu de passe, à la réception. Ils avaient un besoin. Quand on voit la depth chart qu'ils ont sur le poste de running back, c'était faible, voire très très faible, l'une des plus faibles en NFL avant la draft. Miles Sanders et Javonte Williams pour les citer. Et je suis à penser que Jaden Blue sera titulaire en fait dès la première semaine de saison régulière. Alors peut-être qu'il y aura un questionnement avec Javonte Williams, mais je suis même pas sûr, qui est quand même injury prone depuis plusieurs années et quand on était chez Broncos. Pour moi, je vois un monde, et je vois même beaucoup de monde où Jaden Blue est titulaire semaine 1 chez les Cowboys, et avec un gros talent. Donc écoute, au 5e tour. Et running back, c'est vrai que tu peux trouver du talent sur les tours un petit peu plus lointains, avec des joueurs qui seront un petit peu plus limités sur tel secteur ou tel endroit de jeu. Et pour Jaden Blue, ouais, je lui vois un plafond très très haut. Donc plutôt content de ce choix-là de la part des Cowboys. Il apporte cette polyvalence, que ce soit à la réception ou à la passe, et Ouais. c'est quand même un joueur qui est explosif, qui est très rapide, qui dénote un petit peu avec ce que tu as avec Javonte Williams et Miles Sanders, qui sont un peu plus des profils de running back, un peu plus power back, un peu plus patient, jouant avec la puissance et leur vision. Mais lui, vraiment, c'est un joueur un peu électrique, tu vois. Et je pense que c'est ce qui manquait aussi un peu aux Cowboys. Alors moi, j'avais peut-être des running backs que je trouvais un peu plus intéressants et que j'aurais pris plus tôt. Mais en soi, quand tu regardes la room qu'ils ont, c'est vraiment pas déconnant. Et en plus, il y a eu un peu une sorte, on va dire, de reach, ou en tout cas au 4e tour, à l'endroit où ils l'ont pris, avec beaucoup de joueurs qui ont été pris, qui sont dans ce profil-là, tu vois. Il y a eu Beshul Tutel qui a été pris aux Jaguars, il y a eu Etienne, le running back qui a été pris aux Panthers. Je pense aussi les Cowboys se sont sentis un peu obligés de drafter ce jour-là, parce que c'est un profil qui commençait à ne plus en avoir beaucoup en fait durant cette draft, et je pense qu'ils sont voulu se le sécuriser, quitte à reach peut-être d'un round ou enfin selon les boards, hein, selon les goûts, hein. Moi je sais que je l'avais un petit peu plus bas, mais il va t'apporter tout de suite en fait dans ta rotation, et ça je trouve ça c'est super intéressant. Donc pourquoi pas. Mais moi je suis parti, moi si je dois retenir une sélection, c'est Shavon Revel, qui est pareil. Je te l'ai laissé. Je savais que tu allais partir sur lui. On en parlait sur le Discord au moment du pick, mais quel excellent pick en fait de leur part. Même s'il y a cette interrogation sur sa blessure, tu mises quand même sur des qualités athlétiques et un profil physique qui est assez démentiel. Je crois que c'est un 6'2", 6'3", qui sans sa blessure, je pense qu'il aurait couru le 40 yards peut-être sous les 4,40 sans aucun problème. Il a quand même des gros instincts, c'est un très bon joueur sur de la presse. Même si dans un premier temps, avec sa blessure, je ne sais pas si ce sera le plus intelligent de le mettre d'abord sur de la couverture presse, mais bon, il va en tout cas apprendre d'une squad de cornerback qui est intéressante, en tout cas avec Darren Bland, avec Trevon Diggs. Il y a des joueurs bons et qui sont peut-être en fin de contrat aussi pour certains, mais en tout cas, je pense qu'il y a une place à prendre pour lui. Et s'il revient bien de blessure, ça peut vraiment être un des styles de cette draft, notamment sur la value. C'est vraiment la blessure qui est vraiment le plus gros point d'interrogation, et je pense que c'est ce qui l'a fait descendre dans les boards, le fait qu'il n'ait pas fait de training, enfin de combine ou quoi que ce soit. Je pense que c'est ça qui l'a fait descendre, mais de là à le voir au 3e tour encore disponible, moi j'étais assez surpris. Mais pour moi, il y a une super value sur ce pick, donc très bon choix de leur part. J'ai l'impression que ça a un peu été le leitmotiv de beaucoup de cornerbacks, malheureusement, sur cette draft, de les voir descendre chuter, à cause de problèmes physiques, de red flags qu'on a pu identifier. Donc, est-ce que toutes les équipes se sont plantées à prendre des joueurs avec des dossiers médicaux un petit peu chargés, ou est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui vont performer? Ça, c'est
dans plusieurs années où on aura la réponse. Mais effectivement, ça reste un choix audacieux dans le sens où, lié à sa blessure, on va voir ce que ça peut donner. Ouais. Il y a toujours un risque là-dessus. Et on finit par la dernière équipe de cette division, donc les New York Giants. Avec le premier tour, le pick numéro 3, le edge de Penn State, Abdul Carter. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de développer là-dessus? Meilleur joueur de cette QV, donc pour moi, c'était le choix peut-être le plus facile, mais quand tu es dans une draft, je pense que c'est pas aussi facile que ça de faire un choix qui est cohérent. Et on en a vu des GM qui se sont plantés alors qu'on disait tous que c'était... comment tu peux te tromper? Tu vois, c'est un peu ces questions-là qui revenaient souvent pour pas mal de GM. Et, donc non, pour moi, très très bon choix. Il n'y a pas grand-chose à dire. On a déjà dit beaucoup de choses durant la off-season. Il y a des fiches dessus. C'est le meilleur joueur de la QV pour une raison. Et il va apporter Day One et je pense qu'il va reléguer Kevin Thibodeau sur le banc, voire dans les rumeurs de trade. C'est vrai que c'est ce qui risque de lui pendre au nez. Après, Thibodeau est plutôt bon contre le jeu de course. Mais c'est pas forcément ce qu'on en attendait quand il a été drafté au 5e pick, 7e, 5e. Parce que c'était Van Niel le 7, donc Thibodeau le 5. Les Giants nous ont surpris en faisant un trade-up, et là peut-être qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus longtemps. Donc ils sont remontés au premier tour avec le pick 25. Ils ont pris le quarterback de Mississippi, Jackson Dart. Ils ont tradé avec si je dis pas de bêtises, avec les Texans. Oui, Texans. C'est ça. Sur 25. Donc on en a déjà pas mal parlé lors du live qu'on a fait, le live débrief du premier tour. Je vais commencer. Alors, le choix est bon de remonter dans la draft. Le choix du QB me laisse un petit peu plus perplexe. Après, je ne sais pas s'il y avait un meilleur QB en fait à prendre à cette position. Donc ça peut aussi remettre en doute le fait de monter en fin de premier tour. Peut-être même qu'il aurait été dispo en début de deuxième. Ça, on peut que le prédire, on ne pourra pas savoir. Mais monter pour Jackson Dart, je comprends ce qu'ils veulent en faire, en le mettant backup sur une année pour pouvoir le développer, etc. Mais Jackson Dart, quoi. C'est ce qui me pose un peu problème dans cette draft pour les Giants. Je pense aussi en faisant ça, Brian Daboll peut aussi s'assurer son poste pour l'année prochaine aussi. Parce que tu vois, mine de rien, il y a quand même ce côté où tu t'es monté pour un quarterback et tu as une idée en tête de le développer. Et je pense que c'est un move aussi pour lui qui peut lui assurer une position pendant encore quelques années, même s'il y a des bilans qui soient pas forcément les plus intéressants, enfin en tout cas on peut avoir des choses à redire. Mais en soi, sur le choix, tu l'as dit, j'étais pas le plus fan du quarterback. Après, je sais qu'il y a un potentiel. En soi, j'aime bien le développement, l'idée de le développer. Ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste moi le quarterback en soi. Je voyais pas un énorme potentiel en lui. Si eux voient un énorme potentiel, il y a pas de... Je comprends le move en fait. Si eux voient un énorme potentiel et que dans 3 ans on se retrouve et on se dit en fait ils avaient raison, on les applaudira, tu vois. Mais pour l'instant, on peut avoir des questions. Moi, j'aurai des questions là-dessus, mais leur draft en soi, je vais pas la juger non plus que sur ce choix. On pourrait revenir des équipes qui ont jugé des potentiels en prenant au deuxième tour. Ce sera une des dernières divisions qu'on appellera les divisions saucisses. Au niveau du trade, alors je ne ferai pas tous les trades qu'il y a eu, mais celui-là, je l'ai en tête. Et je trouve ça intéressant parce que ça va aussi dans la case très positive pour les Giants. C'est qu'ils ont tradé leur deuxième tour et l'un de leur troisième tour, parce qu'ils en avaient 2, de cette année et le troisième tour de l'année prochaine. Donc en réalité, ils n'ont vraiment pas du tout vendu la baraque pour prendre ce QB-là, parce qu'on dit effectivement choix du deuxième tour, et en fait, ils sont juste remontés au premier tour. Et quand on fait un trade, généralement, c'est ces pics-là qui sont échangés. Donc on peut considérer que c'est un tour 3 de cette année, un tour 3 de l'année prochaine. Et ils n'ont pas donné le tour 3 le plus élevé en plus de cette année, parce qu'ils avaient le pick 1 du tour 3 cette année. Donc non, sur ce qu'ils ont envoyé, en vrai, je trouve ça pas cher du tout. Non, voilà. Et Houston, ça fait plusieurs saisons, j'ai l'impression qu'ils se font un peu avoir sur ces trades-là. Ils sont plutôt bons il y a quelques années en tout cas pour prendre des joueurs, mais en tout cas pour trader des pics de draft, je les trouve beaucoup moins avertis que d'autres équipes. On pourrait y revenir aussi. Donc voilà, bravo à eux en tout cas sur ce move-là.
Sur la fin de deuxième jour et le troisième jour, donc comme pour les 3 premières équipes, avec le troisième tour, pick 1, Darius Alexander, le defensive tackle de Toledo. Avec le tour numéro 4, pick 3, Cam Skatebo, running back d'Arizona State, déjà les joueurs préférés d'Alex. Avec le cinquième tour, pick 18, Marcus Embo, l'offensive tackle de Purdue. Et les 2 derniers picks au 7e tour, pick 3, Thomas Fidon II, tight end de Nebraska. Avec le pick 30, Corey Blake, cornerback d'Oklahoma State. Je te laisse commencer sur les joueurs qui t'ont intéressé, parce que moi j'en ai vraiment plusieur qui m'ont vraiment, Il y en a vraiment plusieurs. hypé. Ouais. Tu peux en donner 2 et je pense que j'aurai le 3e. Moi, j'ai un de mes chouchous de cette draft, Darius Alexander, defensive tackle de Toledo, tu l'as dit, pris au 3e tour, le premier choix du 3e tour. Ouais. Et pour moi, en fait, il arrive tout de suite comme un contributeur potentiellement majeur sur cette D-line, à côté d'un Robertson Harris, en tout cas sur la rotation, et pour être aux côtés de Dexter Lawrence, qui sera le titulaire en tant que nose tackle. Mais tu vois, pour moi, je pense que c'est un joueur qui est très intéressant parce qu'il peut jouer sur de la 3 tech, sur de la 5 tech. On l'a même vu jouer quasiment des fois en tant que pass rusher à Toledo. C'est un mec qui a un gabarit vraiment hyper intéressant, qui est assez explosif, mais qui est puissant aussi. Il a dominé en tout cas à Toledo. Tu peux avoir une question en tout cas sur son âge. Bon, il a 25 ans, hein, ça c'est le problème de développement, mais au moins tu sais que tu as un joueur qui arrive, qui est prêt à contribuer tout de suite. Donc c'est pour ça que je suis très hypé par ce mec. Et il y a aussi cette question, en tout cas, de l'apport. Est-ce qu'il va réussir à prendre une place de titulaire cette année? Pour moi, oui, il y a vraiment une ouverture à voir si ce sera en 3-4 defensive end ou en tant que defensive tackle, selon leur schéma. Tu vois, on sait que c'est une 3-4 et moi, je pense qu'il s'adapte très très bien sur une 3-4. Ça, c'était aussi son côté positif où il avait plusieurs polyvalences de schéma. Donc pour moi, excellent choix en fait. J'avais une value, en tout cas, donc moi c'était parmi un de mes 30 joueurs que j'avais noté sur mon big board, il était dans mon top 30. Donc pour moi, même si je sais qu'il était assez haut par rapport à un consensus qui était un peu plus bas sur lui, c'est un joueur qui, sur les tapes en tout cas, m'a montré qu'il était très intéressant, qui sera un contributeur day one pour cette équipe. Je te rejoins sur le pic. Je vais être très honnête, j'avais 3 defensive tackles que j'avais très très haut. C'est Ty Robinson dont on a parlé, Darius Alexander et Joshua Farmer. Et ouais, pour moi, c'est une value folle en fait sur un 3e tour. Comme tu as dit, il est âgé, il va avoir 25 ans là en août. Donc effectivement, tu le prends pour 4 ans et après on verra le nouveau contrat. Mais il peut t'apporter effectivement directement. Et quand je vois la depth chart sur la D-line, je ne m'interdis pas de penser qu'il peut même être titulaire dès la première semaine. Ouais, très, très clairement. Moi, j'ai bien aimé le pick Cam Skatebo parce que ça met en complément de Tyron Tracy et le mec, il a un peu fait sa gloire sur les playoffs universitaires. Mais je pense malgré tout que c'est un super joueur qui est un peu injury prone. Mais écoute, s'il arrive à rester en bonne santé, ça va être un super joueur. Et moi, le dernier joueur que je vais mettre en avant, c'est Marcus Embo. Je n'ai pas compris pourquoi il a autant chuté. En fait, il y a une hype qui s'est faite avec lui. Et voilà, le consensus le mettait, ou en tout cas, certains insiders le mettaient 3e tour et sans sourciller d'œil. Pourquoi il est descendu au 5e, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, une énorme plus-value pour les Giants, je trouve, avec ce tour-là et avec ce joueur-là. Donc, c'est vraiment tout bénéf pour eux. Après, je pense que c'est sur Embo, ça doit être parce que je pense qu'il y a des compétences techniques, on va dire, où il y a beaucoup de choses à travailler. En fait, il a quand même un gabarit qui est très intéressant, mais je pense que techniquement, il a beaucoup de choses à revoir. Après, je pense que c'est peut-être ça ce qui l'a fait descendre. Après, de là, le prendre au 5e tour, quand tu me dis, je trouve qu'il y a une value assez incroyable. Et en fait, sur les 3 picks qu'ils ont fait coup sur coup, entre Darius Alexander, Cam Skatebo et Marcus Embo, je trouve qu'à chaque fois, ils les ont pris, mais un tour plus bas que ce qu'ils étaient annoncés, en fait. Donc pour moi, c'est pour ça que cette draft des Giants, j'en suis très content. Et si j'étais un fan des Giants, en tout cas, je serais ravi de cette draft. Même si on sait très bien qu'elle va être jugée aussi par le bon développement de Jackson Dart. C'est ça. Le développement d'Abdul Carter et le développement de Jackson Dart. C'est ça. S'ils arrivent à faire ce qu'on appelle un home run avec ces 2 joueurs, la draft 2025 restera dans les annales des Giants, qui succédera à celle de 2024, qui avait déjà été excellente. On rappelle qu'ils ont quand même sorti pas mal de titulaires l'année dernière pendant cette draft-là, Tyron Tracy et Malik Nabers notamment, pour les citer. Donc on s'est amusé avec Alex à faire une tier list
Alors, je vais vous donner au moins les intitulés des tier lists. Donc, tout en haut, on a la tier S, les vainqueurs de la draft. Ensuite, tier A, les bons élèves. Tier B, bonne draft, mais. Tier C, on a des questions sur leur stratégie. Et la dernière tier, la tier D, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense qu'on a déjà quelques idées de certaines équipes qui vont être dans cette tier list. Au niveau des 4 équipes qu'on a évoquées, les Eagles et les Cowboys, les Commanders et les Giants, on les a tous mis dans la tier A, les bons élèves. Avec ce qu'on a dit sur les Giants, moi je ne m'interdis pas de les mettre en tier S, les vainqueurs de la draft, toujours en prenant en considération le développement de Jackson Dart. Si vraiment il se développe comme un QB titulaire bon, voire très bon en NFL, donc dans 2-3 ans on aura plutôt cette vue-là, on pourra les mettre comme les vainqueurs de la draft. En vrai, je suis plutôt d'accord. Une des équipes vainqueurs de la draft, parce qu'on en a plusieurs dans cette tier list. Tu peux même les mettre en vainqueur de la draft parce que dans tous les cas, en fait, ils ont pris le meilleur joueur de la draft. Donc à partir de là, en fait, il y a un certain plancher que t'apporte cette classe de rookie qui va déjà être très élevé. Et c'est pour ça que déjà leur effectif s'en retrouve renforcé. Alors ils n'avaient pas non plus énormément de besoins, malgré parce qu'ils ont fait quand même une intersaison assez active. Ouais. Alors c'est pas non plus une équipe qui va faire 15 victoires, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est une équipe qui s'était renforcée, en tout cas qui avait essayé de toucher un petit peu à tout durant la free agency. Et c'est pour ça qu'ils ont pu partir sur une stratégie de meilleurs joueurs disponibles à chaque tour, en fait, quasiment. Et c'est pourquoi je pense je te rejoins en fait, je pense qu'on peut les mettre dans les vainqueurs de la draft par exemple. On verra, hein. Comme on a dit, on verra. Ça sera dans quelques années qu'on pourra donner la note réelle. Voilà du coup pour le débrief de cette NFCS. On va faire du coup toutes les divisions, vous l'aurez compris. On va essayer d'avoir un format relativement court à ma sauce, c'est-à-dire pas 1h30 mais 45 minutes, donc c'est court pour moi. Mais voilà. Ça apporte de toute façon à débat. Le but, c'est de voir effectivement juste post-draft ce que ça donne. Et puis, comme on l'a dit, on le dira pour toutes les divisions et toutes les équipes de toute façon. On verra en début de saison ce que ça va donner. Et puis, on verra dans 2-3 ans également le résultat de cette draft-là. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. On se retrouve pour un prochain épisode, donc ça sera l'AFCS qui passera sous notre loupe à tous les deux. Et puis d'ici là, comme évoqué, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Pardon, pas le bon. Hop, mieux. Sur Twitter, sur X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch, @lefrontoffice sur toutes ces plateformes, et à nous rejoindre sur Discord, qui a été extrêmement actif pendant la draft et qui continuera pendant la off-season. À bientôt, bonne écoute à tous, et puis vive le football!